Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence où je vais essayer de comparer deux notions qui paraissent très différentes, comme l'économie de la santé et les droits des patients. L'économie de la santé, c'est une notion collective qui parle de financement, mais qui parle aussi de financement des soins de santé et de recherche de priorités en matière de soins de santé. Les droits des patients, c'est plutôt un droit individuel à chercher la meilleure santé possible, la vie la plus longue possible, mais aussi la qualité de vie la plus importante. Nous allons voir ensemble l'historique de ces deux notions qui semblent très différentes. Nous allons essayer de les définir. Nous verrons comment elles peuvent vivre ensemble alors qu'elles sont sans doute contradictoires. Et nous terminerons par définir comment on peut surmonter en matière de soins de santé dans les prochaines années dans notre pays pour respecter l'équilibre entre économie de santé et droits des patients. Quelles sont les solutions qui permettent d'arriver à un équilibre qui permet de donner la meilleure santé possible à nos citoyens? Le droit des patients existe depuis la naissance du premier être humain et la survenue de la première maladie. En effet, ce droit est lié à la volonté de l'être humain à essayer de survivre et d'avoir une qualité de vie indispensable à la poursuite de celle-ci. Les premiers hommes n'ont trouvé comme origine à leur maladie ou à leurs accidents que la punition des dieux et la punition de Dieu, en disant, à travers différents religieux, et notamment les chamans, qu'ils avaient reçu pour leur faute un certain nombre de punitions qui étaient les maladies et les accidents. Ces êtres, les chamans, qui étaient les êtres intermédiaires entre les dieux et les êtres humains, exerçaient une fonction très importante, à la fois religieuse et médicale. Ils avaient certainement des notions tout à fait empiriques de la médecine et utilisaient des incantations pour essayer de trouver des solutions aux patients. Nous voyons par exemple un chaman ici qui utilise un animal au-dessus d'un patient. C'est un extrait qui vient des grottes de Lascaux où l'on voit cette détermination. La maladie qui est une punition de Dieu, on voit ici un document du XIIIe siècle qui dit « Derrière la maladie se trouve la faute. As-tu semé la discorde entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre frères et frères, entre amis et amis? As-tu dit oui pour non? As-tu expulsé le fils légitime? As-tu violé la demeure de ton prochain? As-tu partagé la couche de sa femme? » Voilà les raisons qui te donnent cette faute, qui te donne la maladie. Et les patients, étant donné ces éléments-là, se sont réfugiés vers les lieux religieux et particulièrement, nous voyons ici sans doute ce qui a dû devenir le premier refuge hospitalier dans le monde, ce temple à Babylone, où se trouvent les patients qui veulent obtenir une rédemption, mais aussi un soutien et une solidarité qui leur permet d'être non seulement logés, nourris, mais aussi être éventuellement soignés. L'économie de santé, elle est née, elle, d'un autre milieu, en ce sens que des guérisseurs ont voulu intervenir chez les patients. Nous avons ici une illustration d'un guérisseur en Afrique qui ont voulu intervenir, mais contre rémunération. Et donc, l'économie de santé, c'est quand la finance est mélangée avec la santé publique, qu'il y a eu des concurrences entre les guérisseurs, les sorciers, les institutions, de façon à pouvoir guérir les patients. Et en réalité, l'économie de santé, nous voyons sa première trace dans le Code d'Hammurabi, 17 siècles avant Jésus-Christ, où l'on voit la première nomenclature des soins de santé. Vous pouvez deviner ici que toutes ces écritures correspondent à une nomenclature et notamment à ce qui est tout à fait bizarre, une nomenclature ophtalmique. On y voit là les premiers éléments fondamentaux de cette fixation d'honoraires pour des prestations de santé, premier élément de l'économie de santé.
Ensuite, la solidarité est devenue très importante. La solidarité en matière d'économie de santé, c'est devenu une redistribution d'un certain nombre de valeurs et d'argent qui étaient solidairement donnés aux institutions et particulièrement aux hôtels-dieux, dont vous avez une illustration ici, qui est l'hôpital Saint-Jean à Bruges, dans ce très beau tableau de Beuys-Carte, où vous voyez la distribution aux patients de nourriture, mais aussi des grands lits où on mettait plusieurs patients et dans lesquels on s'occupait de les loger, de les nourrir, de très peu les soigner, puisque les médecins ne fréquentaient pas les hôpitaux à l'époque. On soignait les patients surtout au Déminel. Et la solidarité essayait de répondre à des exigences financières légitimes, mais surtout en redistribuant les dons des patients riches. Vous avez une autre illustration ici qui montre les hospices de Beaune, où vous avez au fond une chapelle et vous avez les différents lits dans lesquels se trouvaient de nombreux patients. Donc, charité religieuse extrêmement importante. Et l'économie de santé consistait à cette époque à la redistribution des richesses religieuses apportées par les riches dévots et les croyants. Était accompagnée aussi d'une entraide familiale basée aussi sur la redistribution des revenus des moins pauvres vers les pauvres d'une même communauté. Nous allons voir que la Révolution française va modifier complètement ce système. Et je vous montre ici la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui est l'œuvre de Saint-Just et de Hérault de Séchelles. Et dans cette Déclaration des droits de l'homme, on va trouver les premiers éléments de solidarité de l'État. La maladie n'est plus une punition de Dieu, au contraire, c'est un changement. L'État doit prendre soin des patients. Et dans l'article 21 de cette Déclaration de l'homme, on peut voir les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Voilà donc une manifestation de solidarité de l'État vers les différentes personnes. La commune, instaurée par la Révolution, a pris la responsabilité de l'organisation des soins de santé par l'intermédiaire des commissions des hospices civils, ancêtres de ce que nous avons connu la CAP, la CAP, et aujourd'hui ce que nous appelons le CPAL, le Centre public d'action sociale. Ce sont les commissions des hospices civils qui ont été créées par la Révolution française. La confiscation des biens religieux après 1789 a permis la naissance des hôpitaux publics. Ces hôpitaux publics vont offrir des soins de santé gratuits aux indigents et aux citoyens, et ceci à charge des impôts communaux. Donc, ce sont les impôts qui, après la Révolution française, vont être les responsables de l'économie de santé en mettant à la disposition des citoyens des lieux de soins financés essentiellement par les impôts communaux. Et puis, petit à petit, ces hôpitaux communaux vont évoluer vers des centres médico-techniques, vers de véritables hôpitaux à la fin du 19e siècle, grâce à des découvertes très importantes, dont j'en citerai deux particulières. C'est l'anesthésie générale, et nous voyons que l'anesthésie a été découverte par Morton, Morton qui, en se promenant dans une foire, a vu qu'on utilisait du gaz hilarant et qu'en même temps, on a une dame à qui on arrachait une dent riait. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi. Eh bien, parce que le gaz hilarant était un anesthésique incroyable. Et donc, il a réussi, par une déclaration à l'Académie, à créer l'anesthésie générale, qui elle-même a entraîné la chirurgie générale, la chirurgie qui était surtout une chirurgie d'amputation avant la découverte de Morton, est devenue une chirurgie qui a permis évidemment beaucoup plus de possibilités dans le traitement des pathologies. Et donc, on a découvert cette anesthésie générale. Le deuxième élément très important, c'est la découverte de l'antisepsie. Et là, vous avez l'illustration de Lister à Glasgow, qui va utiliser
les phénolaldéhydes en pré, per et post-opératoire et va diminuer fortement les septicémies post-chirurgicales. Il faut savoir qu'avant cette découverte, 40% des interventions se terminaient par des décès non pas dus à la chirurgie, mais dus à l'antisepsie. Et donc l'organisation des soins de santé dans les villes va devenir de plus en plus importante et on va avoir des institutions hospitalières extrêmement développées où se développe la chirurgie. Vous avez ici une illustration de la fin du 19e siècle où vous voyez les premiers services médico-techniques dans les institutions hospitalières. En même temps, on a vu qu'avant la Révolution française, la sécurité sociale était surtout basée sur des éléments caritatifs, hein, les églises, les hôtels-dieux qui aident les gens qui en avaient absolument besoin, une sécurité sociale aussi de type familial avec des entraides dans un milieu qui était surtout agricole et où les patients restaient ensemble et vivaient ensemble et les plus riches et les plus forts aidaient les plus faibles. C'est ce qu'on retrouve encore en Afrique aujourd'hui dans la sécurité sociale de type familial. Et puis petit à petit, la Révolution française, comme je vous l'ai dit, a utilisé les impôts des communes pour pouvoir payer les soins de santé aux patients. L'État est devenu responsable de la santé des citoyens. Et puis va naître, grâce à la révolution industrielle, au début du 19e siècle, les premières sécurités, vont naître les premières sécurités sociales et les premières mutualités. Dans notre pays, la première mutualité est née en 1821, c'est la mutualité des linotypistes de Louvain. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, en face d'une imprimerie, les ouvriers, après leurs nombreuses heures de travail, se réunissent et entrent dans des cafés. Et c'est dans le café que l'on va créer les premières caisses de secours mutuels. Vous entendez caisse, ça donnera le mot caisse d'épargne, secours mutuel, ça donnera bientôt mutualité. En réalité, les ouvriers, avant de boire, parce que c'est la fin de la semaine, ils viennent de toucher leur paie, ils ont donc leur premier salaire, vont glisser une pièce dans une caisse, avec chacun ayant une fente à son nom, va créer une caisse de solidarité. Et c'est le cafetier qui va distribuer ces différentes primes pour aider ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui malheureusement décèdent et il va falloir aider les orphelins. Ce sont les premières caisses de secours mutuel. C'est d'ailleurs là, en 1831, un an après la naissance de la Belgique, que la loi va reconnaître ces différentes cotisations sociales de travailleurs. Et donc, ces cotisations sociales vont créer les premières mutualités professionnelles qui vont être à la base de toute la sécurité sociale, mais essentiellement financées par les salaires des travailleurs. Petit à petit, les mutualités vont donner naissance aux syndicats. Pour quelles raisons? Mais simplement parce que les conditions de travail ayant une répercussion extrêmement importante sur les maladies et sur les accidents de travail, les mutualités vont donner naissance aux syndicats et vont donner naissance progressivement à la fin du 19e siècle aux partis politiques, donc le début des démocraties. Ceci s'inscrit dans un énorme mouvement social en Europe qui est caractérisé par deux éléments très importants. Un, l'international socialiste avec des mouvements très importants tels que le mouvement démocratique en France avec le socialisme démocratique à la Jaurès et puis vers l'est de l'Europe, le marxisme. Deuxième élément très important de développement des éléments sociaux, c'est l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII qui va dire aux catholiques, si vous n'aidez pas les ouvriers, si vous ne démocratisez pas les vieux partis, si vous n'allez pas vers les ouvriers, si vous ne les aidez pas, ils vont tous devenir socialistes. Et ce sont deux grands mouvements à travers l'Europe qui vont naître et qui vont avoir des répercussions dans notre pays par la création du Parti ouvrier belge, ancêtre du Parti socialiste, et par la transformation du vieux Parti catholique en un parti social-chrétien. En même temps, en Europe, un événement fondamental va être créé en Prusse. Bismarck,
qui se trouve devant un conflit social majeur va être obligé de trouver des solutions et va convaincre les patrons, les maîtres de forge, de participer à la sécurité sociale. Et donc, la première sécurité sociale obligatoire pour des travailleurs salariés va naître en 1878 en Prusse, financée par les patrons et par les ouvriers. Il s'agit, bien entendu, de la naissance du système bismarckien qui va être connu dans l'ensemble de l'Europe. Ces modifications vont être à la base, bien entendu, d'une solidarité très importante. Et après la guerre 14-18, l'industrialisation va jouer un rôle très important. Les mutualités, dont tout ce qui étaient des mutualités professionnelles à la base, mais qui malheureusement vont se séparer devant ces deux mouvements, l'un socialiste, l'autre chrétien, vont devenir des mutualités à consonance philosophique et politique, dans l'affiliation, mutualité, syndicat, parti. Nous allons avoir dans notre pays des influences très importantes de ces mutualités. Les mutualités chrétiennes, à partir de 1920 jusqu'à 1940, revendiquant la privatisation des soins de santé par leur propre structure. Il faut bien dire que les mutualités ont créé leur propre pharmacie, leurs propres grossistes pharmaceutiques, leurs propres institutions hospitalières, et vont donc avoir une infrastructure de santé très importante et vont vouloir privatiser et financer les soins de santé essentiellement par les cotisations des travailleurs et des employeurs dans leurs propres institutions sans intervention de l'État. Au contraire, les mutualités socialistes vont vouloir essentiellement avoir un système régulé par l'État, mais financé par l'impôt. Financé par l'impôt de façon à ce que ce ne soit pas essentiellement les revenus du travail qui financent les soins de santé. Et on va donc avoir des services mutualistes très importants, une influence des mutualités très importantes avec qui vont avoir leurs propres hôpitaux, leurs propres pharmacies, des coopératives et des banques. Et jusqu'en 1940, il va y avoir cette lutte très importante entre mutualité chrétienne et mutualité socialiste qui va empêcher de créer officiellement la sécurité sociale, même si les interventions des mutualistes sont importantes en matière de soins de santé. Et puis, malheureusement, il va falloir attendre la guerre 40-45 pour voir naître une véritable sécurité sociale dans notre pays. En effet, pendant cette lutte entre les différentes mutualités, c'est pendant la guerre que les syndicalistes et les mutualistes vont se réunir pour essayer de trouver une solution à ce conflit permanent entre le pouvoir de l'État et le pouvoir des institutions privées. Et ils vont se mettre d'accord. C'est une anecdote importante. Vous pouvez le voir si vous vous promenez à Lannes, sur la grande place de Lannes, vous verrez que sur une des maisons, il est inscrit « Ici est née la sécurité sociale ». Et c'est le premier accord important qu'il y a eu entre syndicats et mutuelles chrétiennes et socialistes qui va être transmis au gouvernement Pirlo qui est en exil à Londres, et Achille Van Acker va revenir en Belgique à la fin de la guerre 40-45, le 28 décembre 1944, faire une déclaration au niveau du Parlement en disant, vous savez que Van Acker disait toujours « Zazie » et puis je réfléchis, eh bien il a dit « Je vais vous étonner, cette fois-ci, c'est d'abord Zazie, j'ai créé la sécurité sociale ». Et donc la sécurité sociale va naître de ce compromis très important entre socialistes et chrétiens, et qui est un compromis dans lequel 2/3 de la sécurité sociale est financé par le système bismarckien, c'est-à-dire essentiellement par les cotisations des travailleurs et des employeurs, et 1/3 par un système financé par les impôts. Et ce système financé par les impôts va prendre 1/3 de cette sécurité sociale qui est régulée par des accords entre syndicats et patrons et qui est régulée par l'État. Donc on a un système tout à fait particulier
euh, qui va assurer par l'intermédiaire de l'ONSS l'assurance maladie, les pensions, les allocations familiales, le chômage et la maladie professionnelle. Donc l'assurance maladie pour les travailleurs salariés nés le 28 décembre 1944 et va donner à tous les citoyens salariés la possibilité d'avoir des remboursements en matière de soins de santé. Cela va créer évidemment une émulation très importante, ceci au moment où la médecine évolue terriblement et où les possibilités médico-techniques se développent. On va de plus en plus dépenser d'argent pour les soins de santé. Et en 1963, avec cet emballement, le gouvernement va se poser des questions de savoir s'il fallait continuer à augmenter les cotisations de sécurité sociale de façon ou à augmenter l'intervention de l'État pour savoir s'il fallait continuer à dépenser autant pour les soins de santé. Et le ministre de la prévoyance sociale, à l'époque, on appelait ça la prévoyance sociale, le Burton, en 1963, va créer une loi d'abord, et c'est important de le dire, qui va permettre d'avoir une sécurité sociale obligatoire pour les indépendants qui vont donc rejoindre les salariés, mais surtout, il va essayer de créer une limitation des dépenses des soins de santé par le carnet de santé que chaque citoyen devrait avoir et qui permettrait à des employés de mutuelle de décider si l'on accorde ou pas le remboursement de certains soins de santé. Et il va aussi créer des systèmes permettant un meilleur recueil de l'impôt au niveau des médecins, ce qui va entraîner une grève très importante, qui sera à la base, après de longs mois de discussion, des accords de la Saint-Jean qui ont été réalisés à la demande des recteurs des universités. Ces accords de la Saint-Jean vont être à la base de la création de l'INAMI, l'Institut national d'assurance maladie, et cet INAMI va être le système que nous connaissons encore aujourd'hui, qui a donné des résultats assez extraordinaires, qui est un système de convention et d'engagement en respectant un certain nombre de tarifs qui sont définis par des conventions médico-mutuellistes tous les ans ou tous les 2 ans. Il faut encore ajouter à la fin le statut du médecin hospitalier qui va devenir important en 1986 et qui va donner un certain nombre de pouvoirs aux médecins à l'intérieur des institutions hospitalières. On voit combien aujourd'hui ce statut du médecin hospitalier était extrêmement utile dans la crise que nous connaissons aujourd'hui et qui permet aux hôpitaux belges de répondre d'une manière tout à fait adéquate à la demande qui est créée par ce problème de Covid. Le statut du médecin hospitalier permet une meilleure collaboration entre gestionnaires hospitaliers et médecins. Enfin, en 1994, la loi Moureau va donner une responsabilité financière aux mutualités en ne leur permettant pas d'augmenter continuellement leurs dépenses. Nous sommes donc devant un système conventionnel contrôlé par les payeurs, les États, l'État qui intervient donc pour un tiers par les impôts, les employeurs et les employés qui interviennent par les cotisations sociales. L'économie de santé ne deviendra une science qu'à partir de 1970, parce qu'en réalité, elle n'a été qu'une question de bon sens et de convention entre prestataires de soins et autorités sanitaires ou assurances mutualistes ou assurances privées jusqu'en 1970. C'est l'anglais Michael Drummond et ses collègues de l'université de York qui furent les premiers à élaborer formellement la doctrine et les applications pratiques de l'évaluation médico-économique. C'est également d'Angleterre que sont venus les premiers travaux appliquant les techniques de calcul économique aux choix thérapeutiques. C'est aussi d'Angleterre que des concepts qui font référence comme le QALY, vous avez tous entendu parler du Quality Adjusted Life Years, qui permet de déterminer le coût d'une pathologie et de comparer des pathologies très différentes qui, même si elles sont critiquées par, évidemment, il y a une trop grande subjectivité
cité dans la définition du CALI, ces éléments sont nés et permettent aujourd'hui de quantifier des programmes de soins pour les rendre plus comparables. C'est également en Grande-Bretagne qu'a été créée dès 1999 la première agence à vocation médico-technique, médico-économique, le National Institute for Clinical Excellence, le fameux NICE, où beaucoup de pays se réfèrent aux décisions du NICE pour accorder des remboursements notamment, dont les recommandations définissent le gold standard de l'évaluation médico-économique et dont le modèle a inspiré les agences de même nature créées par la suite en France, l'AHS, la Haute Autorité de Santé en 2004, et en Allemagne, l'Institut IQVIT, qui a le même rôle. En Belgique, le Kenniscentrum, le centre d'expertise, a été installé par l'État au début de 2003 et il a suivi l'exemple des écoles de santé publique de nos universités. Donc, au niveau de l'ULB, c'était en 1964, puis l'UCL, la KUL, l'Université de Gand, qui avait déjà créé des cours d'économie de santé et des centres de recherche en économie de santé depuis de nombreuses années. Voilà donc en gros l'historique de ces deux notions qui paraissent très différentes les unes des autres, mais qui se sont quand même rapprochées au cours de l'histoire. Revenons maintenant aux définitions. Qu'est-ce que c'est que l'économie de santé? C'est avant tout une discipline que l'on peut définir comme l'application des théories, outils et concepts de la science économique aux problématiques de la santé et des systèmes de soins. Puisque l'économie en tant que science étudie l'allocation de ressources rares, l'économie de la santé étudie des questions liées à l'allocation de ressources rares dans le but d'améliorer la santé. Elle va en fait permettre de définir des priorités dans les choix. En effet, l'économie de santé doit répondre à cette équation ressources limitées, besoins illimités. Donc, définition de priorité. Ça comprend bien entendu les ressources allouées au système de soins à l'intérieur de l'économie générale. Combien un État va-t-il consacrer aux soins de santé? Et voilà bien une question qui est d'actualité dans notre pays aujourd'hui. Et les ressources allouées aux différentes activités. À l'intérieur de ce budget de santé, que va-t-on consacrer à la médecine générale, à la médecine hospitalière, aux services médico-techniques, aux médicaments, etc., etc. L'économie de la santé vise avant tout l'efficience et par différentes méthodes parvient à déterminer le meilleur rapport qualité-prix en comparant des actions de santé visant à guérir ou, à tout le moins, améliorer la santé. En ce qui concerne maintenant le droit des patients, il est clair que le droit des patients a évolué avec le temps. Et nous l'avons vu à travers les différents éléments, comment le patient a pu se définir et a pu se défendre difficilement, bien entendu, au travers de l'histoire. Et ce n'est que très, très, très tardivement que l'on a défini l'intérêt des patients. Il a fallu la guerre, les procès de Nuremberg, l'Assemblée médicale mondiale à Helsinki pour définir les premiers droits des patients. Et sont nées les premières chartes des patients hospitalisés. Et j'ai repris ici une analyse française qui montre quels étaient les éléments dans les premières chartes qui ont été définies, dont la première en 1974 parle de la garantie de l'accueil des traitements et des soins par une non-discrimination, l'information accessible et loyale, la liberté de quitter l'établissement, le respect des croyances et de l'intimité et de la dignité, le respect de la vie privée, la confidentialité des informations et la nécessité de faire des enquêtes de satisfaction et des questionnaires de sortie dans les hôpitaux pour écouter timidement la parole des patients. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'on a pensé à ajouter le consentement, la recherche de la participation active de la personne aux soins et aux décisions le concernant,
la lutte contre la douleur, s'il y avait un élément tout à fait fondamental, l'accès de la personne aux informations médicales la concernant, et encore de manière très indirecte, pas encore pendant de nombreuses années, le respect du secret professionnel, l'étude et la possibilité de décision en matière de fin de vie, la représentation, la participation et la relation avec les associations. Effectivement, les patients ont toujours été extrêmement peu représentés et ne commencent à être représentés au niveau de l'INAMI que timidement depuis quelques années. L'expression des plaintes et des réclamations. Et en 2006, on y a ajouté des directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance pour les personnes n'ayant pas la possibilité de se défendre elles-mêmes parce qu'elles étaient soit en coma, soit dans des difficultés ne leur permettant pas de s'exprimer. Et voilà, je vous reprends ici une charte qui est la charte de la 15e Assemblée plénière du comité hospitalier de la CE, qui fut la première charte qui a été diffusée dans l'Europe le 9 mai 1972, et qui nous dit que le malade a le droit d'accès aux services hospitaliers adéquats à son état ou à sa maladie. Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être soigné dans le respect de sa dignité humaine. Cette prestation englobe non seulement les soins médicaux, infirmiers et analogues, mais également une sollicitude, un hébergement et un encadrement technique et administratif approprié. Le malade, usager de l'hôpital, a le droit d'être informé en ce qui concerne son état. C'est l'intérêt du malade qui doit être déterminant pour l'information à lui donner. Le malade, usager de l'hôpital ou son représentant a le droit d'être complètement informé à l'avance des risques que peut présenter toute prestation inhabituelle en vue du diagnostic ou du traitement. Il faut que ce soit explicite et il faut demander un consentement. Le malade doit pouvoir se sentir complètement libre d'accepter ou de refuser sa collaboration à la recherche clinique ou à l'enseignement. Il peut à tout moment retirer son acceptation. Le malade usager de l'hôpital a droit, dans la mesure où les conditions matérielles de son environnement le permettent, à la protection de sa vie privée. Le caractère confidentiel de l'information et du contenu des dossiers le concernant, notamment au niveau médical, doit être garanti. Le malade usager de l'hôpital a droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses et philosophiques. Le malade usager de l'hôpital a droit de déposer une réclamation, de voir celle-ci examinée et d'être informé des suites données. Nous sommes en 1972 et cette charte des patients s'est intéressée aussi aux devoirs des patients, en ce sens qu'elle dit tous les membres du personnel du centre hospitalier travaillent dans le but de prendre soin de vous. Respectez-les. Voilà un devoir du patient. Il est important de bien informer le personnel soignant, médecins, infirmières, de vos problèmes de santé antérieurs. Le personnel soignant aura également besoin de votre collaboration tout au long de votre séjour. Votre participation aux examens et à votre traitement, ainsi que vos questions, nous aideront à mieux vous soigner. Donc, participez. Si le médecin vous demande de rester à jeun, d'arrêter de prendre certains médicaments ou de rester dans votre chambre en cas de maladie contagieuse, respectez ces consignes. Et s'il y a bien quelque chose de fondamental pour le moment, c'est cet isolement. L'apport de boissons alcoolisées et de drogue est interdit dans le centre hospitalier. Les dégradations non accidentelles que vous occasionnerez relève de votre responsabilité. Par mesure de sécurité, en raison de la présence d'oxygène, de produits inflammables, il est strictement interdit aux visiteurs de fumer. Et il y a évidemment allusion au GSM qui dérange tout, non seulement le personnel, mais également les autres patients. Voilà donc une charte qui comprenait à la fois les droits et les devoirs des patients. Les législations spécifiques sont également nées progressivement avant la loi sur les droits des patients. Et notamment, on peut citer l'arrêté 78 qui définit les professions et crée une protection importante à la fois pour les patients et les professionnels en définissant l'exercice légal de l'art de guérir, de l'art pharmaceutique, de l'art infirmier, etc. L'arrêté 79, tout ça date de la fin des années 60, crée le Conseil de l'ordre en le définissant et en lui permettant d'intervenir notamment vis-à-vis des plaintes des patients, mais aussi en définissant
en essayant de créer la déontologie au niveau des différentes professions. L'arrêté 407, qui est en fait le titre 4 de la loi sur les hôpitaux, va définir le statut du médecin hospitalier et va donner les responsabilités du conseil médical et notamment du directeur médical, du médecin-chef, comme il est appelé dans la loi, concernant les relations avec les patients. Plus tard, la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie vont à la fois définir certainement la légalisation de des fonctions professionnelles, mais aussi de la responsabilité des différents patients. Enfin, de nombreux codes de déontologie des différentes professions vont intervenir, ainsi que, comme je vous l'ai démontré, les différents cas. Il a fallu attendre 2002 pour la création de cette loi des droits des patients, et malheureusement, elle ne s'est intéressée qu'aux droits des patients et pas du tout aux devoirs. La responsabilité politique était sans doute un petit peu trop dure. Cette loi concerne le patient, le praticien professionnel et tous les services dispensés par ce praticien. Le patient a comme droit le bénéfice d'une prestation de qualité, c'est-à-dire les meilleurs soins possibles en fonction des connaissances médicales et de la technologie disponible, le respect de la dignité humaine et de l'autonomie du patient sans discrimination, de choisir librement le praticien professionnel. Celui-ci ne peut pas refuser en cas d'urgence et doit assurer à tout le moins la continuité. Il doit être informé de son état de santé, le patient, oralement, par écrit s'il le demande, et il peut aussi transmettre cette information à une personne de confiance qui peut être désignée par le patient. Nous verrons tout à l'heure ce formulaire. On peut ne pas savoir s'il y a nuisance pour la santé, donc il y a quand même des restrictions. On peut ne pas communiquer également s'il y a des difficultés et s'il y a préjudice. Consentir librement à la prestation des soins avec information préalable détaillée, y compris l'assurance du prestataire, la liberté de pratique, sauf s'il y a urgence. Ce consentement peut être oral ou écrit et il faut respecter un consentement qui aurait été écrit bien avant la maladie ou avant le coma. Enfin, pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, consultable par le malade ou par sa personne de confiance et copiable à l'exception, bien entendu, des annotations personnelles du praticien qui sont accessibles à un professionnel désigné par le patient. Le patient doit être assuré de la protection de sa vie privée, de la présence uniquement des personnes nécessaires lors des soins, et ceci y compris les étudiants, notamment dans les institutions académiques, de la non-divulgation des informations en des tiers, sauf si une dérogation légale ou nécessite de protéger la santé publique, c'est très important pour le moment, dans tous les éléments concernant le Covid notamment, ou les droits et les libertés des tiers. D'introduire une plainte auprès d'un service de médiation. La loi crée les services de médiation qui sont indépendants de l'institution hospitalière ou de la structure de santé, car non sanctionnable dans le cas de l'exercice correct de sa fonction. Non sanctionnable par l'institution hospitalière, par exemple. Le médiateur est chargé de promouvoir la communication entre le patient et le praticien afin d'éviter les plaintes, de tenter de résoudre les différends, s'il y a plainte, pour le non-respect des droits, d'informer le plaignant des autres recours possibles, tribunaux, conseil de l'ordre, etc., de formuler des recommandations dans son rapport annuel pour éviter des récidives. La loi prévoit aussi l'existence d'une commission fédérale, nationale, des droits des patients, qui va recueillir des données, nationales et internationales, de donner des avis, d'évaluer les droits et le fonctionnement de la médiation et d'être l'organe d'appel contre la médiation locale si le patient n'est pas satisfait. Voici le formulaire qui permet au patient de désigner un mandataire. Donc, le patient va mettre son identification
et va identifier exactement la personne à qui il confie ces différents éléments qui lui permettront non seulement de consulter, par exemple, un dossier, mais aussi d'agir en son nom s'il est dans le coma ou s'il n'a plus la possibilité de s'exprimer. Et vous voyez que le patient doit accepter sa désignation et signer ce papier, qui est un papier officiel créé par le ministère de la Santé publique. Voici maintenant un exemple de charte actuelle, et j'ai pris l'exemple de l'hôpital Erasme, qui était mon ancienne institution, et je pense qu'il est important de revoir quels sont dans la pratique les droits, mais aussi les devoirs du patient. Les droits, c'est de recevoir des soins attentifs et respectueux de la personne humaine, de tout le personnel de l'hôpital, dans un environnement médical, technique et administratif le plus adéquat possible. Et quel que soit votre état de santé ou votre situation émotionnelle, sans discrimination de race, de sexe, de philosophie, de religion, de nationalité ou de situation sociale. Autre droit, c'est de connaître le nom, le titre et la fonction du médecin qui est responsable de coordonner vos soins et de toute autre personne qui est amenée à vous soigner. De recevoir à votre demande une information complète et compréhensible de votre état de santé, des examens et du choix des traitements qui vous sont proposés et respecter votre choix décisionnel. L'hôpital met à votre disposition des interprètes et vous rencontrera un représentant de votre famille qui jouera le rôle d'interprète. Dès votre hospitalisation, votre médecin traitant est informé de votre présence ainsi que de l'identité du médecin hospitalier qui assume la responsabilité de vos soins. Votre médecin traitant peut vous aider en connaissance de cause à choisir et accepter les examens et ou les traitements qui vous sont proposés. Dans notre hôpital académique, il est possible que nous vous proposions de collaborer à la recherche clinique et à l'enseignement. Ces prestations inhabituelles requièrent de votre part un consentement libre, informé et explicite, que vous pouvez retirer à tout moment sans que cette décision ne puisse altérer la qualité et le type de soins qui vous sont prodigués et qui sont nécessités par votre état de santé. Votre sortie de l'hôpital sera préparée. En effet, vous recevrez les instructions relatives à votre traitement, à la surveillance de votre état de santé, de toute autre prestation qui concourront à promouvoir votre bien-être. Votre médecin traitant recevra, dans les meilleurs délais, ça va de mieux en mieux grâce à l'informatique, un rapport à votre hospitalisation et les indications pour assurer une continuité des soins. Comptez sur le respect du secret professionnel dans le cadre des lois, qui garantit le caractère confidentiel de l'information et du contenu de votre dossier médical et des renseignements qui ont trait à votre vie privée. Dans le cas de problèmes sociaux, financiers ou autres liés à votre hospitalisation, vous pouvez faire appel à l'assistance sociale de l'hôpital. Voilà un élément extrêmement important dans les situations de précarité que l'on connaît aujourd'hui. Déposer une réclamation, voir si celle-ci est examinée et être informé des suites données. L'hôpital académique met à votre disposition un service d'assistance morale laïque. Il met également à votre disposition un lieu de culte et assure le libre accès au ministre du culte. Connaître et respecter les règles et règlements de l'hôpital, ça c'est ce que vous devez faire vous. La nécessité d'un comportement raisonnable à tout moment, le respect et la compréhension des droits et des autres malades, le respect du personnel qui travaille dans l'institution, ainsi que celui de son autonomie. Et enfin, la volonté de collaborer avec l'ensemble de la communauté hospitalière afin d'améliorer la santé et la qualité. Ceci est une charte. J'espère qu'elle est respectée le plus souvent possible, mais évidemment, rien n'est absolu et rien n'est tout à fait, évidemment, définitif et envisageable complètement. Comment faire vivre ensemble ces deux notions dont nous avons longuement parlé, à la fois historiquement et dans leur définition, et aujourd'hui dans leur légalisation? Eh bien,
Ces deux notions qui sont économie de santé et droit des patients sont différentes parce que l'une a un élément collectif à l'intérieur d'un budget d'un État qui décide de ce qu'il va déterminer à la santé et surtout dans des actions qui sont des actions collectives. Donc, nous avons un excellent exemple aujourd'hui dans la vaccination contre le Covid. C'est une décision d'un État, c'est une décision de façon à améliorer les soins de santé dans un pays et c'est une décision qui entraîne normalement la participation de l'ensemble des citoyens. Mais le droit des patients fait en sorte qu'individuellement, le patient peut refuser, bien entendu, cette vaccination. Alors, il doit prendre ses responsabilités et il doit déterminer quelle sera son attitude dans la défense de ses droits. Il est évident qu'il peut exiger les meilleurs soins possibles. Il peut exiger les meilleures technologies. Il est évident qu'il va pouvoir individuellement revendiquer un certain nombre de choses. Mais où sont les limites? Où sont les limites qu'une collectivité peut assurer en matière de dépenses de soins de santé? Est-ce que tous les malades qui ont de temps en temps mal au ventre doivent avoir une résonance magnétique nucléaire? Voilà la belle question. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, quelles sont les limites? Eh bien, ces limites, elles sont à l'intérieur, bien entendu, de ce que l'État a décidé de consacrer en matière de soins de santé et en matière financière. Dans le cadre d'un budget de l'assurance maladie, tel qu'il a été défini avec les ressources dont je vous ai parlé, un tiers venant de l'État et deux tiers venant des cotisations sociales, avec aussi des intérêts professionnels très différents. Et nous voyons aujourd'hui, par exemple, la dispute qui est créée par le fait que les pharmaciens aimeraient bien aussi vacciner, mais bon, les médecins s'y opposent. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Les intérêts professionnels peuvent être très différents. Les hésitations des assureurs et des mutualités devant l'innovation, qui retardent le plus souvent le remboursement d'un certain nombre de technologies, peut-être à raison, afin d'éviter des abus, mais dont les conséquences peuvent être aussi la non-disposition de médicaments les plus innovants possibles. Bien entendu, les différences culturelles et religieuses s'expriment également, notamment quand vous regardez l'euthanasie, quand vous regardez l'avortement, vous avez un certain nombre d'attitudes qui sont extrêmement différentes. Donc, il est très difficile de faire vivre ensemble ces deux notions, étant donné tous les éléments environnants qui interviennent dans ces domaines. Surtout que l'on a vu depuis quelques années une diminution très importante de la croissance des dépenses de santé. Cette croissance qui était de 4,5 à 5% pendant de nombreuses années est aujourd'hui a été limitée lors des gouvernements précédents à 1,5% et est aujourd'hui limitée à 2,5%, plus évidemment des actions particulières dans la situation particulière que nous connaissons aujourd'hui. Alors, comment apporter des réponses rationnelles? Comment? Eh bien, elles sont bien entendu imparfaites, parce qu'on pourrait dire, ben, la bonne solution, c'est évidemment de déterminer chaque fois le coût d'une action et son efficacité, et de n'accepter que des actions qui démontrent que la dépense permet d'être efficace en matière d'amélioration des soins de santé. C'est ce que fait l'économie de santé. Elle s'améliore aujourd'hui de plus en plus et permet de déterminer de mieux en mieux des ratios qui nous permettent de dire oui, il faut aller dans ce sens-là, oui, il faut aller vers ce programme de soins, ou non, il faut arrêter ce programme d'essai. Il y a également de grandes difficultés dans l'accès à l'information et nous avons encore vu ces jours-ci quelles difficultés il y a à déterminer l'accès, par exemple, aux vaccins par évidemment des politiques industrielles qui peuvent être certainement justifiées par des problèmes techniques, mais l'accès à l'information est un élément difficile. Alors peut-être qu'il faut arriver à des systèmes, et je voudrais vous donner un exemple de système qui permettent de séparer les risques entre l'intervention en matière financière de l'État
et les résultats cliniques. Et nous avons ce nouveau système dans l'arrêté du 21 décembre 2001, dans les articles 111, 112 et 113, qui permettent une prise en compte du risque à la fois par l'État, mais aussi par les industriels. Et cela concerne des médicaments innovants pour lesquels il y a des décisions qui sont soit négatives, soit qui sont peu précises. Pourquoi? Parce qu'il y a une inconnue sur la dépense que va entraîner ce médicament et certainement sur son efficacité. Alors, il y a aujourd'hui, grâce à cette législation, une possibilité de convention entre l'industrie, l'État, hein, et la commission de remboursement des médicaments, ce qui permet de déterminer non seulement d'admettre un médicament d'une manière temporaire et pas définitive, ce qui est quand même quelque chose d'important, parce que si les résultats démontrent qu'il n'y a pas d'efficacité du médicament ou qu'il y a peu d'efficacité de ce médicament, on peut retirer l'intervention de l'État, c'est-à-dire retirer le remboursement, et on va admettre donc admission temporaire. Pendant ce temps, on essaie d'avoir des éléments susceptibles de justifier la base de remboursement avec un prix et une base qui ne sont pas de remboursement, qui ne sont absolument pas définitives, un partage avec la limite budgétaire, s'il y a dépassement budgétaire, remboursement à l'assurance maladie, c'est donc un risk sharing, on partage le risque et on va surtout déterminer les modalités relatives aux rapports et aux évaluations cliniques et scientifiques qui permettent de déterminer l'efficacité ou la non-efficacité d'un médicament en fonction des promesses faites par l'industrie. Voilà donc un système qui permet de déterminer et surtout de partager les risques, et je crois qu'il faut aller de plus en plus vers des systèmes comme ceux-là. Je terminerai en essayant de parler des défis à surmonter en matière de soins de santé dans les prochaines années dans notre pays, afin de respecter cet équilibre entre économie de santé et droits des patients, et en essayant de rechercher l'efficacité et l'efficience la plus importante possible. La transformation de plus en plus rapide de nos métiers sanitaires par l'apport de nouvelles technologies de communication principalement, représente la plus grande difficulté d'adaptation du corps médical, pharmaceutique et infirmier. Tous les jours, nous avons de nouvelles technologies qui ont des possibilités extraordinaires et qui par ces outils, et qui sont sur le marché dès à présent et qui sont en voie de commercialisation, pas encore nécessairement remboursés, mais utilisables et nous donnant des monceaux d'informations qui nous permettent de mieux soigner nos patients. Mais encore faut-il évaluer cette innovation par des études qualitatives et de coût-efficacité qui deviennent absolument indispensables. C'est ce qu'on appelle le Health Technology Assessment, ainsi que l'application des règlements stricts sur le respect de la confidentialité des données. En effet, la diffusion de l'information est extrêmement difficile à maintenir et à faire en sorte que l'on reste en respectant les données des patients. Voilà, par exemple, un RGPD, hein, Règlement général de la protection des données, au CHU Tivoli, et qui vous montre qu'aujourd'hui, les difficultés que l'on a à essayer de trouver une protection des données sanitaires, vous avez entendu les hackers qui attaquent aujourd'hui les systèmes informatiques des hôpitaux. Il y a encore eu l'exemple du Chouapi récemment, et nous voyons combien ces difficultés sont extrêmement importantes et nécessitent de prendre des décisions de sécurité informatique extrêmement importantes, sous peine de devoir divulguer des données privées vers l'extérieur de manière très importante. Alors, quels sont ces défis? Bien entendu, ce sont les infrastructures de soins. Aujourd'hui, la mise en place des réseaux hospitaliers est absolument indispensable, qu'elle soit géographique ou philosophique. Il faut absolument améliorer la qualité des services par une meilleure intégration et un rassemblement de technologies pour soigner les pathologies. Il ne faut plus aujourd'hui
qu'une institution soigne un cancer de l'œsophage par an. Il faut au contraire les rassembler. Il faut cela à l'intérieur de réseaux. Il faut une intégration transmurale aussi, avec les soins de santé extra-hospitaliers qui permettent la destruction des frontières dressées entre médecine générale et médecine hospitalière. Il faut abandonner cette vieille notion et faire en sorte que la collaboration soit tout à fait effective et qu'il y ait une flexibilité, une circulation entre les réseaux. La santé est unique et ne peut se satisfaire de murs d'amertume réciproque et de non-respect de la volonté des patients dans le choix de leur professionnel de santé. Il faut aussi un nouveau financement. Nous avons vu que le financement des soins de santé était insuffisant. C'est la première fois aujourd'hui qu'on remet en question le financement des soins de santé et qu'on peut imaginer qu'on va enfin tenir compte de cela par une rémunération correcte des acteurs. Les acteurs en Belgique sont assez mal payés par rapport aux autres pays européens et certainement par rapport à d'autres professions. On parle de revoir les rémunérations des joueurs de football aujourd'hui. Il est clair aussi que l'on pourrait voir dans un autre sens les rémunérations du personnel de santé. Et bien entendu, il faut aussi que cela aille avec des résultats cliniques qui doivent être évalués et bien entendu en déterminant des prix de revient des pathologies et non plus de financer par le nombre d'actes accomplis en fonction de la spécialité exercée, quand nous sommes dans une nomenclature tout à fait obsolète qui doit absolument être revue. Et dans ce sens, l'État a, je crois, maintenant décidé d'aller de l'avant pour revoir notre nomenclature et ne plus déterminer aujourd'hui la rémunération des différents acteurs essentiellement sur ces bases archaïques. Enfin, il faut une assurance maladie universelle égalité. Un autre défi pour maintenir l'accessibilité à des soins de qualité devra entraîner une révision des systèmes d'assurance mutualiste politisés, vieux de presque 200 ans, afin d'offrir une assurance maladie obligatoire universelle en englobant l'assurance complémentaire, évitant aujourd'hui le remboursement de n'importe quel produit ou d'activité non essentielle, comme c'est le cas aujourd'hui. L'assurance maladie obligatoire remboursant des soins de santé évalués par des scientifiques dépolitisés, médecins économistes de santé. Et on demande de plus en plus l'apport des scientifiques, notamment dans la crise que nous connaissons. Ça doit permettre d'aborder les défis démographiques importants, on l'a encore vu ces moments-ci, économiques de l'avenir, en faisant face à l'accroissement des coûts par l'exigence de la démonstration de leur efficience et du respect des droits des patients. J'espère vous avoir montré qu'il était possible que l'économie de santé et les droits des patients vivent ensemble. C'est un grand défi pour l'avenir. J'y crois, mais il faut que tout le monde y participe et surtout qu'il y ait une évolution importante à la fois de l'économie de santé et des droits des patients. Je vous remercie.